Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer, Nicolas, par se présenter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Un bon démarrage classique, mais qui marche toujours. Donc, déjà, tous mes vœux à tout le monde. Je vais commencer d'abord par remercier la marque de nous avoir organisé cet espace d'échange avec Nicolas. J'espère que le sujet sera... le sujet en lui-même est intéressant. J'espère qu'on vous amènera deux, trois éclairages sur la manière notamment dont on le fait à la Poste. Il sera intéressant pour vous. Pour me présenter en deux mots, donc je suis le directeur de la relation client de la Poste. Je rentrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur la manière dont on est organisé, les activités qu'on gère. Et en termes de parcours, j'ai un parcours qui est assez simple à décrire, puisque j'ai passé la quasi-totalité de ma carrière chez Orange, juste avant, puisque je suis arrivé il y a 1 an et demi à la Poste. C'est un point important, d'ailleurs, par rapport à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. C'est que j'ai l'humilité de me dire qu'en 1 an et demi, on n'est pas spécialiste de la Poste. La Poste, c'est un environnement assez complexe. Et donc, j'aurai, dans certains moments, je vous signalerai, quand je pense que, voilà, un certain nombre d'hypothèses que nous avons prises, je le valide bien sûr avec nos experts de la Poste, mais je reste malgré tout un jeune postier. Voilà, je te passe le micro, Nicolas. Voilà, moi Nicolas Diquero, donc d'Assemis. Alors déjà, grand merci à tout le monde d'être là. Tout à l'heure, Marie-Hermine demandait d'où on venait. Moi, je suis chez moi au Pays Basque aujourd'hui. Donc, très grand merci à la marque de nous accueillir. J'ai oublié les vœux à tout le monde. Et puis, très, très grand merci à Pierre qui a accepté de prendre un peu de temps pour témoigner malgré un agenda plus que tendu. En deux mots, j'ai créé Assemis avec quelques collègues il y a 22 ans maintenant. C'est un cabinet Assemis spécialisé dans l'expérience client. En fait, notre nom résume tout ce qu'on sait faire. Le A veut dire anticiper, CE veut dire Customer Experience et MIS veut dire Make it simple. Et donc, notre métier à nous, c'est d'aider nos clients à anticiper ce qu'ils veulent faire vivre à leurs clients pour le rendre plus simple, essentiellement. Ça, c'est notre vocation. Et dans ce cadre, nous accompagnons beaucoup d'entreprises privées et publiques, c'est le cas de la Poste, dans tous les secteurs d'activité, sur l'expérience client en général et sur la réclamation en particulier. Et on a eu la chance et le grand plaisir d'avoir été choisi par la Poste pour l'accompagner sur certains de ces sujets. Les sujets sont tellement larges qu'on n'a pas la prétention d'accompagner sur tous les sujets, mais voilà. Et donc, avec Pierre, aujourd'hui, on a choisi un format d'échange très ouvert, très libre, sans support. On a quand même un ordre du jour pour éviter quand même, parce que je crois qu'on est deux grands bavards, et donc on pourrait partir très, très loin. Et donc on a 4 thèmes à l'ordre du jour. D'abord, une petite mise en contexte sur les réclamations à la Poste, de quoi on parle, les spécificités, les défis spécifiques de la Poste en termes de traitement des réclamations. Et c'est vraiment un monde très, très particulier, très, très fort. Un deuxième temps autour d'une question centrale pour tous les passionnés de la réclamation. J'espère qu'il y en a au bout de la ligne, là, c'est comment rendre heureux un client pour qui on n'a pas la réponse à son problème. Le troisième sujet, ça sera un focus sur le programme stratégique de la Poste pour améliorer le traitement de la réclamation avec des exemples d'actions concrètes qui sont déployées et puis avec des premiers résultats mesurés qui ont été obtenus ces derniers mois, voire ces dernières années. Et puis, bien sûr, on terminera par une séquence de questions-réponses. Donc voilà, premier thème, je vais laisser la parole à Pierre. Moi, il y a un peu moins de 18 mois, j'ai commencé à travailler avec la Poste sur le sujet des réclamations. J'ai été saisi par la diversité des sujets, par le poids aussi du champ de contraintes. Et donc, je pense que c'est utile que Pierre, tu nous poses un peu ce décor et que tu mettes en contexte tout ça. Alors, ce que je vais faire, merci Nicolas, je vais peut-être juste avant d'attaquer, peut-être vous, puisque tu parles de contextualiser la discussion, de peut-être de présenter un petit peu. Alors, je ne veux pas vous faire l'injure de vous présenter la Poste, parce que je crois qu'on est tous, on a tous été, on sera tous clients de la Poste à un moment donné. Ça fait partie de, je dirais, du positionnement même de la Poste, mais peut-être pour rappeler quand même quelques grands chiffres sur l'activité de la Poste, parce que finalement, je l'ai découvert moi en arrivant, je n'étais qu'un simple client, et en fait, j'ai découvert une société d'abord qui, on ne le sait pas, mais qui a pratiquement 600 ans d'existence. Je ne sais pas qui a déjà travaillé pour une société qui a plus de 600 ans d'existence. Elle a été créée par le roi Louis XI. Voilà, je suis allé rechercher dans Wikipédia. Donc, c'est pas neutre, parce qu'en fait, c'est une société qui a une vraie culture, une vraie richesse et qui a aussi une véritable image
image d'ailleurs qui impacte fortement la manière dont on traite nos clients dans nos centres de contact. Rapidement, c'est un groupe qui emploie 250 000 personnes, qui a une grosse activité à l'étranger, contrairement à ce qu'on croit, et qui a en fait en France 3 grosses activités principales: l'activité historique de la Poste, la distribution, une activité sur la Poste mobile que vous connaissez, et puis bien sûr la banque postale et les assurances. Voilà, ce sont les 3 grands cœurs de métier de l'activité de la Poste en France. Alors en ce qui me concerne, et maintenant, je vais rentrer dans la direction de la relation client à distance. Alors, cette direction de la relation client, elle a été créée depuis très peu de temps. Elle a été portée sur les fonds baptismaux au mois de mai de cette année. Vous voyez, elle est toute jeune. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est née en fait de l'accostage d'un certain nombre de directions de la relation client dans le cœur du métier historique de la Poste, c'est-à-dire la distribution, dans laquelle il y avait des équipes qui travaillaient sur le courrier, des équipes qui travaillaient sur le colis, des équipes qui travaillaient aussi sur des nouvelles verticale de croissance de la Poste. Vous savez que l'activité de courrier est une activité qui est en forte baisse depuis plusieurs années. Nous n'envoyons de moins en moins de courrier, on va dire. Le colis, lui, est en forte hausse naturellement, et il a connu un boom lors du colis. Et donc, la Poste, naturellement, s'est orientée vers des nouvelles verticales de croissance, et notamment tout ce qu'on appelle les nouveaux services, que ce soit des services numériques comme identité numérique, Digipost, ou des nouveaux services de proximité, ou des services aux collectivités. Alors, c'est important ce que je vous dis là, parce que vous allez voir, forcément, ça a un impact sur mon activité à moi. Notre direction, en fait, couvre tout ce panel d'activités. Comme je vous le disais, elle a été créée il y a quelques mois officiellement en accostant toutes les directions de la relation client qui existaient sur ce périmètre-là. On est maintenant une entité de, alors je vais arrondir les chiffres, environ 1000 personnes en interne, et nous avons aussi des prestataires externes dans des centres de contact. On emploie entre 300 et 1000 personnes en fonction des activités. Typiquement en fin d'année, c'est ce qu'on appelle la peak période. Là, c'est le moment où il y a une forte croissance d'activité, notamment sur le colis, comme vous pouvez imaginer. Et là, on va monter effectivement jusqu'à 1000 personnes additionnelles. En moyenne, pour arrondir les chiffres, vous pouvez garder comme chiffre qu'il y a à peu près 1500 personnes qui travaillent en moyenne quotidiennement au service des clients. On opère sur tous les canaux de la relation client à distance. C'est pour ça qu'on s'est appelé comme ça, parce qu'on opère autant sur des canaux typique centre de contact, du téléphone, du chat, de la messagerie, des réseaux sociaux. On a une forte activité sur les réseaux sociaux. Et puis, on opère aussi sur le digital, et c'est important parce qu'il nous, notamment dans le cadre de nos orientations stratégiques, il nous paraissait important de coupler à la fois ce qu'est le digital, ce que le digital offre en termes de relations clients versus le centre de contact. Ces deux étant pour moi très imbriqués, parce qu'il n'y a quasiment aucune raison pour qu'un client puisse contacter un conseiller directement. Il va passer toujours par une couche de digital, que ce soit un serveur vocal interactif, que ce soit une recherche sur Google, que ce soit un bot. Et donc, il était important pour nous de coupler les deux. C'est pour ça que nous portons dans notre entité tout ce qui est la relation client à distance sur tous les canaux à distance. Dernier point de présentation, notre cœur de métier est sur le courrier et sur le colis, puisque c'est la partie la plus volumique. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous sommes là pour assister le client et pour aussi traiter ses demandes de réclamation. Voilà, assistance, réclamation, vous allez voir, ce sont quand même les 2 cœurs de métier de notre activité. Et aujourd'hui, on focusera beaucoup avec Nicolas sur le parcours de réclamation, qui est un parcours iconique. Et comme disait Nicolas, qui a des spécificités liées à la Poste. Je m'arrête dans cette présentation parce que sinon, ça va durer très longtemps. Mais il faut quand même que vous ayez quelques indications de chiffres aussi. La direction de la relation client à distance de la Poste, ça traite environ 12 millions et demi de contacts traités par des conseillers sur tous les canaux que j'ai cités. Mais bien sûr, il y a une forte activité digitale puisqu'il y a, je dirais, un point de passage incontournable dans la relation client à la Poste quand vous travaillez sur la distribution de courrier et la distribution de colis, c'est ce qu'on appelle le suivi. C'est cette étape ultra importante entre le moment où vous avez commandé, par exemple, votre colis et le moment où vous allez le recevoir, que ça soit proactivement, on vous envoie des SMS pour vous dire votre colis arrive, ou vous allez anxieusement sur le site de la Poste pour savoir où est le statut de votre colis. C'est très important parce que ce suivi-là, typiquement, là, nous sommes à plusieurs centaines de millions de contacts, que ça soit sur les centres de contact ou sur le digital, mais c'est un carrefour ultra important de la relation client de la Poste. Voilà, je vous ai donné quelques ordres de grandeur. Alors, tu m'as posé la question sur les spécificités. Oui. Alors, il faut savoir que les spécificités de la Poste, dans la relation client de la Poste, il y a un certain nombre de champs de contraintes, voilà, et je vais commencer du plus simple, si je peux dire, jusqu'au plus complexe. Alors, le plus simple, c'est que d'abord, comme je vous disais, on est dans une activité qui est excessivement hétérogène. Moi, qui ai passé une grande partie de ma carrière chez Orange, je connais bien la service client des telcos.
dis pas, loin de moi l'idée de dire que c'est simple, mais on est sur des offres qui sont relativement concentriques autour des produits de connectivité. Lorsque vous êtes à la Poste, vous traitez des flux aussi différents que du courrier grand public ou du service de proximité pour livrer des repas chez des seniors. Donc déjà, ça vous fait un panel d'activités que nous avons scindé en deux. Le gros qui est un peu le volumique, le courrier, le colis, la réclamation, l'assistance. Et puis, on a développé ce qu'on appelle un lab, c'est-à-dire toute cette capacité que nous avons à pouvoir travailler sur des petites opérations qui démarrent et qui sont des fois amenées à s'arrêter ou à grossir très fortement. Je vais vous prendre un exemple sur l'identité numérique. Vous savez que c'est l'identité numérique et le service de confiance numérique de la Poste. En fin d'année dernière, il a été choisi par France Connect, le portail France Connect, pour être le seul moyen d'identification que vous avez pour accéder à votre compte formation. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? On est passé de 6 personnes qui répondaient aux clients sur l'usage et sur l'accès à plus de 50 personnes avec une croissance très très forte. Et pour nous, ça nous force à avoir une agilité et c'est là aussi où on doit s'appuyer fortement sur nos prestataires externes, car vous imaginez que passer de 6 à 50 en interne en recrutement, ça aurait été beaucoup plus long et compliqué. Voilà, pour vous donner un petit peu un premier champ de contraintes, ça, vous allez me dire, vous le connaissez sûrement, vous avez des activités très diverses et variées. Le deuxième niveau, c'est clairement l'image même de la Poste. Ça crée un niveau d'attente de nos clients très, très fort. Et c'est normal, on est à la croisée des chemins entre des activités en monopole, des activités en compétition, mais on a cette image quand même de service public, on a cette image d'institution qui crée des attentes énormes, notamment des personnes qui ont eu l'habitude d'utiliser la Poste et qui s'attendent à ce que ce service-là soit impeccable parce que c'est un service qui, je dirais, dans l'imaginaire, est financé publiquement, ce qui n'est que partiellement vrai, mais je le vois, je le vis au quotidien. Nous avons des clients qui ont des attentes très fortes parce que vous avez une relation forte. On a tous une relation forte avec la Poste parce qu'on a tous été clients. Troisième niveau, je vais dans le degré de complexité, j'augmente. Troisième niveau, et alors ça, pour moi, ça a été la vraie claque en arrivant à la Poste, c'est que je venais d'un monde où la relation client, c'était un mariage à 2, et là, je passe à un mariage à 3. Et alors, je m'explique. Ce mariage à 3, c'est qu'en fait, vous avez dans toutes les activités de distribution un expéditeur et un destinataire. Et au milieu, il y a nous. Et pourquoi ça crée cette complexité? C'est-à-dire que vous avez d'un côté un expéditeur, celui qui a envoyé la lettre, qui a envoyé le colis, et qui est généralement vous paye la prestation. Et puis vous avez un destinataire qui lui attend, surtout sur le colis, avec angoisse l'arrivée de son colis-là, et qui va être un client très exigeant aussi, même si en l'occurrence, il n'a pas directement payé la prestation à la Poste, il l'a payé plutôt, on va dire, à son e-commerçant. Mais nous, à la direction de la relation client, nous devons traiter les deux, c'est très important. Nous devons aussi d'ailleurs aider à chaîner l'un avec l'autre, c'est-à-dire que quand une personne a un problème de colis, nous devons faire en sorte de prévenir le e-commerçant qu'il y a eu un souci là-dessus. Et ça crée donc cette relation tripartite qui est assez complexe. D'un côté, vous avez énormément de contacts avec un destinataire et vous devez en permanence gérer votre expéditeur qui, lui, vous amène le chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est une vraie spécificité de la Poste, en tout cas que tous les logisticiens et distributeurs connaissent, et les sociétés de transport, mais qui est particulièrement forte dans notre activité. Et puis, je vais arriver maintenant au point culminant, je dirais, de la complexité de la relation client, c'est qu'en fait, on se retrouve dans notre activité de distribution avec un champ de contraintes particulièrement fort qui est lié à la capacité à fournir la bonne solution, la bonne réponse au client. Alors, je m'explique, vous allez voir, c'est très simple, à la fois très simple à comprendre et très difficile à gérer. Lorsque vous travaillez sur du service, quand vous travaillez sur certains types de produits, on peut, je l'ai connu dans les telcos, on arrive au bout du compte quand même à faire redémarrer une box, on arrive à rétablir la connectivité, on arrive, bon an, mal an, à ramener la solution qui correspond à la demande initiale du client. Quand votre colis est perdu, et ça peut arriver, je vais prendre un exemple, c'est arrivé l'année dernière, un camion qui a eu un accident, et le camion a brûlé, fort heureusement, le conducteur va bien, mais là, vous avez perdu tout le stock. Et là, on parle de plusieurs milliers de colis qui ont disparu. Et à ce moment-là, le client, vous n'avez pas la possibilité de lui amener la réponse auquel il attend. Il s'attend à dire, trouvez-moi mon colis, livrez-moi mon colis.
Et ce champ de contraintes-là, qui est très lié, je dirais, au type de réclamation lié à des défauts de livraison, à des problèmes de livraison, eh ben, alors, ça n'est pas peut-être le plus volumique, mais en tout cas, c'est le plus épineux. Et en tout cas, c'est celui qui génère le plus d'irritants chez le client et qui nous a amené une complexité particulière sur laquelle on s'est penché avec Nicolas, qui est de dire, comment je fais finalement pour amener une réponse, comment je fais pour satisfaire un client quand je n'ai pas la réponse auquel il s'attend. On peut peut-être ouvrir donc cette deuxième partie justement avec comment on fait. Alors c'est toi qui vas encore à mon avis témoigner là. Comment on fait pour rendre heureux, c'est vraiment une question essentielle, un client à qui on n'est pas en mesure de proposer la solution qu'il attend. Alors, on s'est beaucoup posé la question. Alors, c'est un problème en fait sur lequel la Poste est confrontée depuis des années. Alors, c'est vrai qu'on a essayé d'analyser le parcours de réclamation. Je crois que c'est ce qu'on s'est dit au début, c'est si on sait qu'on a de toute façon structurellement un problème, il va falloir qu'on regarde encore plus précisément quels sont les inducteurs de satisfaction du client lors du traitement d'une réclamation. Je fais un petit pas de côté. Ça, je pense que c'est un problème qu'on a tous connu en tant que spécialiste de la relation client. Dans les cas de traitement de la réclamation, il est important de pouvoir séparer ce qui est la cause du problème de la satisfaction liée au traitement du problème. Voilà. Donc, déjà, il y a ce premier point-là. Donc, c'est important de comprendre ce qui va, qui va induire la satisfaction du client ou la non-satisfaction du client. Alors, on a fait une grosse analyse. On s'est rendu compte qu'il y avait dans le parcours de réclamation des étapes qui étaient plus importantes que d'autres. On a aussi lancé depuis quelques mois des nouvelles enquêtes de satisfaction à chaud en sortie d'interaction sur nos contacts, de manière à essayer de comprendre. Alors, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est intéressant, parce que d'abord, on se rend compte que plus le champ de contrainte est fort, plus on a tendance à avoir des retours d'enquête de satisfaction qui sont très... il y a peu de points neutres. On a des clients qui sont soit hyper satisfaits, soit très, très mécontents. Mais quand je vous dis des écarts très forts, si on est sur une échelle de 1 à 10, à partir du moment où on a trouvé la solution et qu'on a bien expliqué la solution, on va vite atteindre un niveau de 8 sur 10. Au-delà même de 8, si on se plante sur cet écart de solution, on va se retrouver avec des enquêtes de SAT qui vont descendre à 1 ou 2. Donc, vous voyez, il y a un écart très fort et on se rend compte que globalement, dans nos enquêtes de SAT, nous avons peu de points neutres. Je relis ça pas uniquement sur le champ de contrainte de la solution, mais aussi sur l'image et les attentes du client vis-à-vis de la Poste. Donc, on a finalement peu de clients neutres. On a soit des clients très satisfaits ou plutôt très insatisfaits. Donc, ça, c'est déjà une première analyse qu'on fait. La deuxième analyse qu'on fait aussi en regardant notamment les réclamations qui sont traitées dans ces champs de contraintes forts, c'est que quand on n'a pas la possibilité d'amener la réponse, il faut qu'on travaille sur la confiance du client. Je vais m'expliquer. On a dans nos plans stratégiques qu'on a définis, on n'a pas mis augmenter la satisfaction du client, on a dit restaurer la confiance. Et on l'a écrit volontairement comme ça. Pourquoi ? Parce que restaurer la confiance, c'est quelque chose qui va un petit peu au-delà de répondre à la question du client. Ça veut dire que nous intégrons que dans certains cas, le moins possible, naturellement, nous ne pourrons pas amener la réponse à la question, mais nous voulons au moins que le client se dise, et je le répète en permanence, j'ai un problème, j'appelle la Poste, je sais qu'ils vont faire le maximum pour s'occuper de mon dysfonctionnement. Et ça fait appel plutôt à un besoin de confiance, c'est-à-dire, oui, je fais confiance à la Poste pour faire le maximum pour résoudre le problème que j'ai rencontré. Ce qui me permet aussi d'intégrer le fait que, dans certains cas, encore une fois, je ne pourrais pas faire mieux que indemniser le client. Et je rappelle que ça, c'est quelque chose qui fait partie inhérente même du métier de la relation client de la Poste. C'est que quand nous indemnisons un client, d'abord nous indemnisons l'expéditeur et pas le destinataire. Je reviens sur cette fameuse relation tripartite, mais nous indemnisons aussi de l'affranchissement, c'est-à-dire que si la personne n'a pas assuré son bien, nous allons rembourser en fait le prix du transport, ce qui est généralement pas du tout équivalent au contenu du colis, qui lui a une valeur financière des fois supérieure, et puis une valeur aussi sentimentale très très forte. Donc restaurer la confiance pour nous, c'est un axe très fort et qui va nous permettre de pouvoir adresser le sujet de manière plus globale en essayant de, je le mets entre guillemets, s'affranchir de ce champ de contraintes sur la solution. Et puis après, j'ai envie de dire, il faut être aussi réaliste. C'est ce qu'on s'est dit, on ne pourra pas obtenir les mêmes niveaux de satisfaction
lorsque nous sommes sur des réclamations à champ de contraintes fort que celle de l'activité plus classique où on sait qu'on peut trouver au bout du compte une capacité à répondre de manière satisfaisante aux clients. Donc, vous voyez, tout ce chaînage-là, c'est un petit peu la manière dont nous, on a analysé le parcours et c'est la manière dont on s'est dit on va se mettre en position d'adresser ce champ de contraintes. Il y a un dernier point que je n'ai pas cité et qui, je pense, est aussi intéressant. Et on l'a vu spécifiquement dans les cas de réclamation, de défaut de livraison, où on a vraiment, encore une fois, 5 contraintes assez fortes. On voit que, quand je disais restaurer la confiance, on le voit aussi dans nos enquêtes de SAT, où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de clients qui, au moment où ils nous appellent pour ces défauts de livraison-là, nous disent « je ne pense pas que vous allez faire quelque chose ». Et ça, c'est vachement important parce que, vous voyez, on est, dans certains clients, arrivé à un niveau de… On n'est plus dans l'insatisfaction, on est pour moi dans le niveau en dessous, c'est-à-dire qu'on est dans presque un niveau de défiance où ils se disent j'appelle et voire même je n'appelle plus parce qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Donc, vous voyez, alors, je ne vous dis pas que c'est la majorité des clients, mais plus on se retrouve dans cette situation de contrainte forte, plus on doit travailler pour restaurer la confiance. Et la première étape à faire, c'est de faire en sorte que dès qu'il a un souci, il nous appelle. Parce que tant qu'il ne nous appelle pas, on ne pourra pas travailler sur tous les leviers de restauration de la confiance. Voilà un petit peu, Nicolas, ce sur quoi on a basé notre analyse. Après, on verra plus tard quelles sont les solutions qu'on y a amenées. Ok, alors peut-être un premier rebond. Alors le mot le plus important, je crois que j'ai vu que les gens l'avaient noté, c'est le mot confiance. Hein, c'est évidemment le maître mot pour la relation client en général et la réclamation en particulier. La question, c'était comment on rend heureux un client à qui on n'a pas de solution satisfaisante. Bon, on le sait tous, pour resatisfaire un client réclamant, on a globalement 3 grandes familles de solutions, ce qui relève de la relation, hein, ce qui va créer un ressenti client d'être écouté, considéré, respecté, qui va créer de la confiance, où on va faire ressentir au client qu'on le prend en compte dans sa spécificité. Donc, relation. Deuxième grande famille de leviers, c'est tout ce qui est autour des parcours. Les parcours, ça va créer, quand on les maîtrise bien, un ressenti d'efficacité. Le client va se dire, ils sont accessibles, je suis pris en charge rapidement, etc. Enfin, voilà. Et puis, on a un troisième levier pour satisfaire un client, c'est justement la qualité de la solution qu'on lui propose. Et donc là, on va plutôt créer un ressenti d'utilité, de pertinence, de justice aussi. Hein. Donc, c'est, en gros, ils répondent à ma question, ils ont compris mon problème, ils résolvent mon problème et ils m'apportent une solution qui est à la mesure de mon attente ou du préjudice que j'ai subi. Voilà, donc relation, parcours, solution, c'est pour transformer le pépin en pépite, pour reprendre le très beau slogan de la marque, il vaut mieux avoir les 3 leviers. Hein. Pour rendre heureux un client, il vaut mieux avoir des 3 leviers. Et quand il manque un de ces leviers, il est beaucoup plus difficile de rendre heureux un client. Je crois qu'on l'a tous constaté, il y a des pépins qui résistent. Hein. Et ils résistent notamment quand il manque le levier solution. Enfin, c'est tout le problème. Donc, quand on n'a pas de solution jugée satisfaisante par le client, la note de satisfaction, en général, est beaucoup, beaucoup plus basse que quand on a une. C'est une évidence, c'est une porte ouverte, mais il vaut mieux se le redire. Et par exemple, à la Poste, quand on avait travaillé sur ce sujet, sur certains motifs de réclamation liés au colis, quand on n'a pas retrouvé le colis, on a une note 5 fois plus basse en moyenne que quand on l'a retrouvé. Ça semble évident quand on le dit, mais ça pourrait mener certains à être tentés sur ce type de problème de se contenter d'éviter de transformer le pépin en un plus gros problème, d'ajouter à l'insatisfaction provoquée par la réclamation l'insatisfaction générée par une mauvaise prise en charge. Voilà, ça pourrait réduire le niveau d'ambition. Il faut, à mon avis, effectivement, le réduire un peu, mais pas complètement. Et donc, évidemment, quand on n'a pas de solution satisfaisante, ça va être plus dur. Ça va être plus rare d'arriver à rendre le client heureux, mais on a quand même des leviers. Pierre donnera des exemples concrets tout à l'heure, j'en cite quelques-uns. Un, quand on n'a pas de solution vraiment satisfaisante, quand on ne peut pas retrouver le colis, le camion a brûlé, voilà, on peut travailler à des solutions alternatives, moins satisfaisantes. J'enlève le côté le camion a brûlé, là on est vraiment dans l'extrême, mais on peut déjà par exemple expliquer avec pédagogie les démarches à réaliser. Va voir ton voisin, va voir ta famille, est-ce que c'est pas ta soeur qui a pris ton colis? Et puis on peut l'aider à gérer, si c'est un destinataire du colis, à gérer ses relations avec son site d'e-commerce. On peut valoriser évidemment l'effort qu'on va faire pour trouver des solutions. Et donc là, on voit bien que le professionnalisme, la pédagogie du conseiller
conseiller peut compenser, en tout cas en partie, l'absence d'une solution réellement satisfaisante. On peut même parfois compenser l'absence d'une solution satisfaisante avec une excellente relation, un excellent parcours. Et là, quand on regarde les notes de SAT, on va constater qu'il faut des notes en gros de SAT de 9 à 10 sur les questions qui sont relatives à la relation avec le conseiller. Est-ce que j'ai été écouté? Est-ce qu'il m'a proposé quelque chose? Est-ce qu'il a été empathique, etc. Donc, il faut des notes de SAT de 9 à 10 sur les questions relatives à la relation avec le conseiller pour viser une note de satisfaction moyenne de resatisfaction globale. Et donc, oui, il arrive que des clients, bien sûr, soient bluffés par la manière dont on a traité leur réclamation, que ça compense l'insatisfaction liée à la cause de la réclamation, mais la barre est très, très haute et c'est assez rare d'y arriver quand on n'a pas de solution satisfaisante. Moi, j'en ai tiré, pas seulement à la Poste, deux conclusions très simples, alors peut-être simplistes, je ne sais pas, mais moi, j'y crois fort comme fer. Un, on ne peut pas renoncer à trouver une solution, même si elle n'est pas complètement satisfaisante. Là, il y a un problème parce que, en gros, les solutions, c'est une question de moyens. J'imagine que Pierre rêverait à chaque fois qu'un colis est perdu. Voilà, vous avez perdu une paire de chaussures, la Poste a tous les moyens possibles. Vous avez perdu une paire, on vous en rachète deux. Voilà. S'il n'y avait pas de contrainte de moyens, on trouverait toujours des solutions. Et la solution, elle est dans les mains du donneur d'ordre, elle n'est pas dans la main du service réclamation. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut jamais renoncer à travailler sur les solutions. Il faut y travailler avec les donneurs d'ordre. Et moi, je constate, et c'est un étonnement, et là, je ne parle pas de la Poste particulièrement, je constate que quand il y a des plans d'action sur la réclamation, on parle d'améliorer le parcours et le process, on parle d'améliorer la relation. On a rarement, ou pas assez souvent, de chantiers spécifiques sur quelles sont les meilleures solutions que nous pouvons proposer à nos clients par type de réclamation. Quelle est la meilleure solution que vous proposez, même si ce n'est pas une solution idéale. Je pense que c'est un chantier auquel on ne peut pas renoncer quand on traite la réclame. Moi, j'en tire une autre conclusion un peu basique, j'allais dire, c'est distinguer clairement, c'est ce que Pierre incite à le faire, hein, les réclats sur lesquels vous avez des solutions satisfaisantes et les réclats sur lesquels vous n'avez pas de solutions satisfaisantes. Et moi, j'irai plus loin, il est raisonnable de démoyeler votre objectif de note de SAT. Pour moi, pour les réclamations où vous n'avez pas de solution satisfaisante, visez 5 ou 6 de notes moyennes de satisfaction, ce qui n'évite pas d'avoir de temps en temps des pépites avec des clients qui vous donneront 10, ça arrive, mais viser une note de satisfaction de 5 ou 6 pour les réclats où on n'a pas de solution satisfaisante, c'est déjà très satisfaisant et le service réclamation fait bien son travail quand il fait ça. Ça veut dire aussi qu'on peut afficher un objectif de satisfaction de 8, 9 même, pour les autres réclamations. Et je pense vraiment que démoyer les notes de satisfaction, ne pas tout regarder à travers une note de satisfaction moyenne, ça permet d'identifier des leviers qui sont différents pour des parcours qui sont différents. Quand, dans un parcours client, je n'ai pas retrouvé le colis, voilà, on peut me proposer tout de suite une solution la première fois. Voilà. Quand j'ai retrouvé le colis, le parcours commence concrètement avec une enquête pour essayer de retrouver le colis, un engagement d'appel du client. Je ne vis pas le même parcours, je n'ai pas les mêmes règles de gestion pour resatisfaire le client, je ne peux pas viser la même note de satisfaction. Moi, je vous incite à différencier vos notes de satisfaction en fonction de ce critère-là. Bon, j'ai évidemment beaucoup parlé. Est-ce que, de tourner sur ces sujets-là, est-ce que Pierre, tu pourrais nous dire ce qui est prévu à la Poste, ce que tu as dans les cartons en termes de plan d'action et d'axes stratégiques pour améliorer la situation des clients réclamants à la Poste. Oui, alors on a suite à cette analyse donc qu'on vient de résumer avec Nicolas, on a effectivement, encore une fois, pour résumer, on a effectivement ces 3 grandes aspects à regarder sur le traitement de la réclamation. On a beaucoup parlé de la solution et comme tu l'as dit, et c'est très juste, la qualité de la solution, dans certains cas, n'est plus à la main du service réclamation, il n'est plus à la main de la direction de la relation client, il est vraiment à la main, là on vient taper dans les conditions générales de vente de l'offre, on est vraiment à la responsabilité du donneur d'ordre marketing qui doit décider en son âme et conscience et en fonction, je dirais, de la aussi pour utiliser un anglicisme, de la value add gain, quel est le niveau
jusqu'où on peut aller en termes de réponse aux clients, qui peut aller effectivement jusqu'à, pour un client ultra premium, ultra important, de lui reprendre, de lui retransiter le colis avec le contenu qu'il a perdu. Mais bien sûr, cette décision-là, elle n'est pas à la main de la direction de la relation client. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a travaillé dans notre feuille de route stratégique un certain nombre de solutions qui nous permettent de travailler plutôt sur les autres axes que sont d'un côté, l'efficacité, la rapidité, la capacité à pouvoir être présent. Et ça, on sait que ça va aussi permettre de venir restaurer cette confiance du client. Et puis la deuxième partie, qui est aussi le deuxième axe, qui est la manière dont, en fait, j'engage avec le client. Et là, on va plutôt travailler sur la partie posture, quel ressenti on veut faire vivre à nos clients. Alors, pour le remettre dans le contexte de notre plan stratégique qu'on a défini en début d'année 2022, comme je vous disais, on avait 3 grands axes. Le premier, je l'ai cité, qui était restaurer la confiance de nos clients en tenant compte de ces champs de contraintes et donc en adaptant nos objectifs en fonction des activités que nous avons, que nous gérons. Après, on a travaillé aussi sur, alors vous allez voir, on va s'orienter peut-être sur d'autres axes, mais qu'on va retrouver dans les solutions qu'on a amenées aux clients. On travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle l'optimisation de nos flux, c'est-à-dire de se dire, le service client de la Poste travaille beaucoup sur de l'assistance, beaucoup sur de la réclamation, et nous avons encore, je pense, pas complètement exploité tout ce qui va être la capacité à offrir de l'autonomie digitale à notre client. C'est un point important de notre plan stratégique. Vous verrez que ça fait partie aussi des axes sur lesquels on travaille aussi pour améliorer la qualité de service sur les réclamations. Et puis le but, c'est de venir repositionner l'expertise de nos conseillers au maximum sur de la création de valeur, c'est-à-dire d'arriver sur des actes à plus forte valeur, et en espérant que la combinaison des 3 bien gérés nous permettra effectivement d'atteindre les objectifs à horizon à peu près 2025. Alors, si je reviens sur ta question sur la réclamation, comment je décline ces lignes de force stratégiques dans les grands programmes, typiquement sur la réclamation, je vois 3 gros programmes qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Le premier, et il y en a 2 d'entre eux d'ailleurs que nous avons travaillé avec toi, nous avons travaillé avec Assemis. Le premier, ça a été de regarder quelles sont les preuves tangibles que l'on peut amener à notre client sur les différentes étapes du parcours de réclamation. Mais pour être capable de travailler sur ces preuves, il faut d'abord travailler sur les irritants, et c'est ce que nous avons appelé les 10 plaies, du client, et on va vous en parler un petit peu avec Nicolas. On aurait bien aimé qu'il y en ait 7 d'ailleurs, parce que ça aurait été plus sympa comme référence, mais malheureusement on en a trouvé 10. Donc à 10 plaies, 10 solutions, on va revenir là-dessus. Ça a été le premier gros travail d'ailleurs qu'on a fait avec Assemis. Il y a eu un travail en parallèle qu'on va évoquer de manière très rapide aujourd'hui, qui est le travail sur les parcours, le fait d'écrire les parcours, parce que tout ce qu'on dit là, il est important que nous ayons, tous les acteurs de la relation client du groupe La Poste doivent avoir une cartographie commune des parcours, c'est-à-dire qu'on doit être capable de se dire, quand on parle de l'étape 1 du parcours de réclamation, que chacun sache à quoi ça correspond, c'est-à-dire le moment où le problème est avéré, le client cherche à réclamer, voilà, c'est notre première étape, il faut qu'on l'ait écrit. Donc on a fait de petits travail de cartographie en amont pour qu'on ait au moins une grammaire commune. Et après, on a travaillé sur les plaies et les preuves. Deuxième, et là, je passerai un tout petit peu de temps dessus, c'est un des programmes sur lesquels je n'ai aucune paternité, mais qui est peut-être le programme le plus iconique qu'on a proposé à nos clients, qui s'appelle le programme Boucle Courte, et qui est une véritable belle promesse de réponse et de simplicité vis-à-vis de nos clients. Et puis, le troisième, c'est effectivement plutôt sur la partie posture, sur les ressentis que l'on veut faire vivre à notre client sur chacune de nos interactions et qu'on a appelé la signature relationnelle. Mais je propose qu'on démarre par celui sur l'épreuve. Je pense que tu voulais partager déjà un petit peu ton expérience puisque tu as travaillé avec nous sur ce sujet. Oui, alors au moins les 2-3 éléments de méthode, mais forcément très, très rapide. Tu choisiras les plaies dont tu veux parler et les preuves dont tu veux parler, évidemment. Je te laisse le choix là-dessus. Peut-être dire comment on est arrivé à identifier ces plaies et ces preuves. On est parti d'une revue détaillée de 2 cas d'usage. Il faut être concret quand on fait ce genre de choses. Donc, on a pris une réclame d'un colis
portée par un destinataire, et puis on l'a pris une réclame d'un courrier porté par un expéditeur. On voit que ça, c'est beaucoup plus important d'être expéditeur ou destinataire, ça change beaucoup plus la manière dont on traite la réclamation que le fait d'avoir un colis ou un courrier, entre parenthèses, qui est une nouvelle grille de lecture, je pense, intéressante pour la Poste. Qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé précisément ce que vivaient les clients sur ces deux cas, et on s'est aperçu, tu y as fait allusion tout à l'heure, Pierre, que selon les étapes du parcours, les attentes et le poids des différentes attentes évoluent. Alors, il y a des attentes qui, quelle que soit l'étape du parcours, restent constantes, cette attente de considération, de respect, d'écoute, etc. Ça reste constant. Et puis, au début du parcours, on s'aperçoit qu'évidemment, l'accessibilité a une part importante, la facilité à déposer sa réclamation aussi a une part importante, et c'est ça qui compte dans les premières étapes du parcours. Et puis ensuite, c'est la qualité de la solution qui va prendre le dessus. Au moment où on m'annonce, voilà, je n'ai pas votre colis, mais voilà ce que je peux vous proposer. Et puis ensuite, quand la première solution ne convient pas, les problèmes commencent, on est dans des réclats plus complexes, moins nombreuses, mais plus difficiles à traiter. Quand la première solution proposée au client ne convient pas, alors c'est la valorisation de l'effort qu'on fait pour essayer malgré tout de proposer quelque chose qui est le plus important dans le poids de satisfaction. Voilà, et donc on a regardé à chacune de ces étapes ce qui allait, ce qui n'allait pas, et puis il y a beaucoup de choses qui allaient bien, notamment grâce à la mise en place de ce sujet de boucle courte, et puis il y a un certain nombre qui restaient des plaies, les fameuses 10 plaies, et qu'on a positionnées sur le parcours. Et je vais laisser Pierre citer celle qu'il souhaite, mais par rapport à chacune de ces plaies, il y a une ligne de force du parcours réclamation, et la ligne de force, en fait, elle traduit l'ambition de la Poste pour améliorer la satisfaction du client réclamant à cette étape du parcours. Donc, je préfère que toi, tu choisisses, évidemment, que tu aies la paternité de ceux dont tu veux parler sur ces plaies et ces prendre. Donc, je te redonne la parole. Alors, c'est le moment où on va essayer de ne pas être trop long parce que l'heure tourne, et pourtant, c'est un sujet très dense, parce que je pense que sur ces 10 étapes, ces 10 plaies, ces 10 preuves, je pense qu'on a tous beaucoup de sujets potentiellement intéressants à partager. Alors, je vais essayer d'en sélectionner, puis je vais illustrer par 2-3 programmes très concrets qu'on a mis derrière, notamment le fameux boucle courte, qui pour moi est une très belle réponse à ces fameuses 10 plaies. Alors, il y en a une qui est la toute première. On voit que les clients, et c'est très lié à la confiance, en fait. Si les clients n'ont pas confiance en nous, c'est que des fois, on leur donne l'impression de ne pas avoir confiance en eux. Et on a des fois, alors pas toujours, mais on a eu dans les verbatims des clients, des clients qui nous disent vous appelez, vous dites le colis, vous me dites que le colis est livré, et puis quand j'ouvre la boîte aux lettres, il n'y a rien. Une boîte aux lettres, c'est pas grand, donc s'il n'y a pas de colis dedans, vous le savez. Et effectivement, vous vous retrouvez des fois dans une situation où l'information qu'on vous communique ne correspond pas à ce que vous voyez visuellement, vous savez que vous êtes dans votre droit puisque vous le voyez, et donc à ce moment-là, il est très important de ne pas renvoyer au client l'impression d'être présumé coupable, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces moments-là, alors on en reparlera quand on parlera de la signature relationnelle, mais c'est très important, notamment dans ces premières secondes, de créer ce ressenti d'abord, d'être bienvenu, venez, et puis surtout, on est à votre service, d'être attentionné et de donner en tout cas de renvoyer cette impression de oui, on vous croit, oui, on va traiter votre demande. Voilà, je crois que ça, c'est un des tout premiers irritants, passer du présumé coupable au présumé innocent. Ça se joue notamment par de la posture, et c'est très important. Alors, il y en a d'autres qui disaient, typiquement, c'est compliqué de vous joindre. Le serveur vocal interactif de la Poste n'est pas un modèle de simplicité. Et on voit que ça soit pour l'accueil ou que ça soit aussi pour le suivi de sa demande, on a une vraie capacité cette fois-ci à explorer les outils digitaux. Et les outils digitaux ont leur sens là-dedans. Typiquement, un projet qu'on va lancer cette année, on va basculer notre serveur vocal interactif en langage naturel. On va partir de l'approche la plus simple, qui consiste à dire « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» plutôt que de vous noyer dans une arborescence où vous faites taper 1, puis 2, puis 6, puis 4, puis 1. Et en plus, je vais vous dire, c'est un vrai gagnant-gagnant parce que d'un côté, on simplifie l'expérience du client, mais aussi on qualifie mieux sa demande et on peut l'amener directement au bon endroit. Et donc, finalement, c'est un vrai gagnant à la fois pour le client et pour nous.
Mais quand je parlais aussi des étapes, le suivi, tout ce qui se passe entre les interactions, qui sont des fois porteurs d'insatisfaction très forte, parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on ne communique pas assez avec le client, il y a forcément des étapes où il ne se passe rien, parce que nous, on travaille en interne et qu'on va revenir vers le client. Et bien là, le digital est très puissant, notamment les espaces clients digitaux, sur lesquels on peut renvoyer en permanence à son client des informations sur l'avancement, ce qu'on fait, en tout cas, ne pas le laisser dans l'ignorance du traitement de la réclamation. Et donc, pour ça, on va s'appuyer très fortement sur nos outils digitaux, nos espaces clients, nos applications particuliers, les applications pro, dans lesquelles on peut avoir ce canal de communication qui permet de garder le client informé sur l'avancement de sa demande. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme boucle courte, parce que là, ça vient répondre à pas mal de plaies, en fait. Et alors, ce programme boucle courte, dont je n'ai encore une fois absolument pas la paternité, mais dont je suis très fier, et je n'ai eu de cesse que par contre, de pousser à son déploiement au sein de la Poste. Alors, le principe de boucle courte, c'est de dire quoi? C'est de dire, ces 3 belles promesses, très simples, très visibles du client, et bien sûr très compliquées à mettre en œuvre, comme toutes les promesses simples. C'est de dire, vous allez pouvoir nous contacter et réclamer où vous le souhaitez. On ne va pas vous contraindre à aller sur du téléphone. Si vous voulez aller à votre bureau de poste pour pouvoir réclamer, allez-y. Le bureau de poste ne va pas vous renvoyer sur le téléphone, il va prendre votre réclamation et on va vous laisser le choix de déposer votre réclamation ou de poser votre demande dans le canal qui vous convient. Et d'ailleurs, je fais un petit pas de côté, on travaille maintenant aussi sur la possibilité à pouvoir l'étendre sur d'autres canaux digitaux, je pense notamment aux réseaux sociaux, qui pourraient devenir un canal de relation et pas uniquement un canal d'escalade. Donc l'idée, c'est de se dire, mettons à la disposition de nos clients le canal qui lui convient, de manière à lui simplifier la première étape de dépôt de sa demande. Boucle courte, c'est aussi 2 autres promesses, et elles qui sont vraiment liées plutôt à la fin du parcours, c'est-à-dire, alors, on s'engage sur le temps aussi, on s'engage à vous ouvrir, à vous simplifier le canal de dépôt, on s'engage sur un délai. Ça, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas à l'époque, et ça, c'est très rassurant, notamment pour travailler sur tout ce qui est la sérénité, et notamment cette fameuse problème de confiance où on se dit, est-ce qu'ils vont le faire? Là, non seulement on va le faire, mais on va s'engager sur un délai. Et puis la 3e promesse de boucle courte, c'est de dire, on va vous rappeler, et on va vous rappeler pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et là, on est complètement dans cette logique d'essayer d'adresser le champ de contrainte de la solution. Même si la nouvelle est mauvaise, on se doit de vous rappeler. On a fait le test avec nos conseillers entre avant et après boucle courte. On a demandé aux conseillers là, depuis quelque temps de rappeler aussi le client, et ça peut être ça peut être un conseiller, ça peut être aussi une personne qui est sur un centre de distribution près de chez vous. Eh bien, en fait, le client est plus satisfait quand on le rappelle en lui donnant une mauvaise nouvelle que si on le laisse dans l'ignorance, parce que la non-nouvelle est hyper anxiogène. Et rien ne vaut, même si ce n'est pas agréable à faire, personne n'aime appeler pour donner une mauvaise nouvelle. Le client est finalement beaucoup plus satisfait du fait qu'on l'ait prévenu. Au moins maintenant, il peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça peut être recommander son produit, ça peut être demander une indemnisation, mais au moins, il sait où il en est dans son parcours. Et finalement, en ressenti conseillé, l'étape de dépôt de la réclamation et finalement génère plus d'insatisfaction que le rappel du client pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et c'est très intéressant, je trouve, comme quoi ne pas savoir est pire que d'apprendre une mauvaise nouvelle en l'occurrence, même si c'est forcément pas quelque chose qu'on veut avoir de manière générale. Mais c'est important que dans ces moments-là, encore une fois, dans ces champs de contraintes fortes, nous soyons capables d'expliquer clairement. Donc, boucle courte, 3 promesses simples, vous déposez la réclame où vous voulez, on s'engage sur le délai et on vous rappelle pour vous expliquer. Et ça permet aussi de répondre à une autre problématique que tu as soulevée, Nicolas. Donner la solution, c'est une chose. Expliquer la solution, c'en est une autre. Et des fois, on a tendance à renvoyer et à clôturer sans se demander si le client a compris réellement quelle était la nature du problème et quelle était la nature de la solution qu'on lui apporte. Et donc, avoir cet espace de discussion avec le client, c'est aussi garantir le fait que le client a bien compris ce qu'on lui a amené. Ce qui permet d'éviter de rentrer dans ces fameuses boucles additionnelles du parcours de réclamation que sont un recours. Vous savez qu'à la Poste, on va aller jusqu'à faire un recours médiateur de la Poste pour lui dire… et en fait, on se retrouve avec une sorte de bis repetita du parcours de réclamation, et qui sont de toute façon une sorte de descente aux enfers pour le client.
et pour nous d'ailleurs aussi. Et donc, le but, c'est à ce moment, à la fin de la réclamation, d'être sûr que, quelle que soit l'issue, on l'a bien expliqué au client de manière à ce qu'on puisse passer à l'étape d'après et clôturer cette demande de réclamation. Voilà, Boucle Courte, c'est un énorme succès. Ça a été lancé il y a 2 ans, avant mon arrivée, je vous disais. On est passé, alors ça ne s'applique pas à toutes les réclamations, parce que comme son nom l'indique, Boucle Courte, on a aussi travaillé sur un concept qui est de dire, si la lettre ou le colis a été égaré, perdu, où on a raté quelque chose dans la distribution et que c'est l'établissement de distribution le plus proche qui l'a fait, c'est lui qui vous rappelle, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour retrouver ou pour ne pas retrouver, mais dans tous les cas, c'est à lui de vous l'annoncer. Et il est je dirais, votre point de proximité, c'est celui qui est en charge de la distribution de votre courrier et de votre colis, c'est à lui de vous l'expliquer. On l'a fait donc sur des réclamations qui sont, je dirais, géographiquement plutôt courtes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des réclamations sur des colis à l'international ou qui ont traversé la France. Ça s'est joué dans votre espace de proximité. Mais pour ces types de réclamations-là, on est passé d'une réclamation de 3 et quelques sur 10, et nous avons atteint là, en fin d'année dernière 6 sur 10, le fameux 6 sur 10 dont tu parlais, Nicolas. On pense qu'on n'a pas encore fini le travail. On peut continuer à s'améliorer. On vise 6,5 l'année prochaine, et ainsi de suite. On a un objectif d'arriver au-delà de 7 là-dessus. Alors, encore une fois, il n'y a pas que des réclamations à fort champ de contraintes. On a des réclamations, fort heureusement, sur lesquelles on a des solutions. Et au global, on veut arriver au-delà de 7 sur 10. On pense que quand on aura dépassé le 7 sur 10 sur les satisfactions de bout en bout sur des parcours de réclat, je pense qu'on aura globalement bien réussi à restaurer la confiance des clients dans notre capacité à traiter leurs dysfonctionnements. Ça, c'était le programme Boucle Courte qui a adressé une grosse partie d'ailleurs des plaies qu'on avait identifiées dans le parcours de réclamation. Et puis, je vais peut-être terminer par le dernier gros programme, et on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est un programme sur lequel on a travaillé aussi avec Acemis, et là, qui est un programme plutôt sur la posture, donc on a appelé la signature relationnelle. Cette signature, alors, elle a déjà une vertu énorme, c'est que c'est la même pour tout le groupe La Poste. C'est-à-dire que nous l'avons travaillé en commun avec la Banque Postale et La Poste. Donc, c'est un gros travail d'alignement, parce que vous avez 2 métiers différents, vous avez des attentes clients différentes, mais il était important qu'au même titre qu'on doit avoir une grammaire commune sur les parcours, il était important qu'on ait aussi une grammaire commune sur ce qu'on veut faire ressentir à notre client. Et donc, ce ressenti, il y en a 4, en fait, qu'on a décidé. Alors, quand on les liste, ça fait toujours un petit peu abstrait, ça fait toujours un peu facile. Ce qui est sûr, c'est sa déclinaison opérationnelle qui en fera quelque chose de concret. Mais ces 4 ressentis, vous allez voir, ça colle en fait aux étapes aussi d'une interaction. Donc, le premier, c'est le bienvenu. Et ça se joue, quand vous êtes au téléphone, ça se joue dans les premières secondes. Il est important que quand le client nous contacte, il ne sent pas qu'on le gêne. Donc, on est là à son service. Et donc, on veut lui faire ressentir le fait que oui, venez, c'est valable dans un bureau de poste, c'est un sourire dans un bureau de poste, c'est une phrase d'accueil qui va bien lorsque quelqu'un nous appelle, surtout quand vous êtes dans de la réclamation. Généralement, vous avez des personnes qui ont un niveau d'angoisse assez fort. La deuxième, c'est l'attention, c'est de se dire oui, j'écoute bien ce que vous me dites. Et là, je vous rassure sur le fait que j'ai bien compris ce que vous voulez et que je vais le traiter. Et cette attention-là, c'est le deuxième grande étape. La troisième, c'est aussi tout ce qui va être un peu l'expertise. C'est-à-dire, oui, vous êtes entre de bonnes mains. C'est le fameux, bon, vous inquiétez pas, on va s'en occuper, on sait quoi faire, ou en tout cas, on va tenter le maximum pour vous aider. Et le fait de se sentir entre de bonnes mains, c'est le troisième grand ressenti qu'on veut faire vivre à nos clients. Et puis le dernier, qui est un peu, je dirais, la conclusion de tout, qui est la sérénité, c'est-à-dire que quand la personne raccroche, quand la personne quitte le bureau de poste, quand la personne quitte notre espace digital, il est serein. Et là, ça reboucle avec ce qu'on disait dans notre analyse de départ. Ça reboucle avec la restauration de la confiance, c'est-à-dire, oui, je suis serein, parce que même si dans certains cas, je n'aurai peut-être pas la solution parfaite. Je sais qu'ils sont en train de le traiter. Je sais qu'ils sont en train de faire le maximum. Voilà. Donc, concrètement, quand on a défini ces 4 ressentis, après, il faut le décliner. Alors, ça se décline de manière pas du tout… Alors, ça se décline, ça ne s'écrit pas. Vous voyez, j'ai un programme qu'on a lancé, qu'on a appelé le programme « Enlever le carcan ». C'est-à-dire qu'on va essayer de décrypter, de déprocesser beaucoup les conversations de nos conseillers, et de manière à laisser de la place à un langage plus naturel de nos conseillers, mais aussi leur donner un espace pour pouvoir faire ressentir ça à nos clients. Et si vous processez, plus c'est compliqué
de faire passer ces ressentis-là. Donc, il faut donner un peu de l'espace de liberté aux conseillers pour le faire, ce qui met forcément par nature un petit peu plus la pression sur les sup, qui eux vont devoir vérifier que ces ressentis sont bien atteints et que le conseiller a bien réussi à les faire ressentir. Donc, on va travailler sur des déclinaisons opérationnelles, on est en train de travailler, et donc concrètement, entre les superviseurs et les conseillers, on définit c'est quoi les phrases d'accueil qui, pour toi, te vont pour pouvoir créer ce sentiment d'être bienvenu, et ainsi de suite, on va décliner. Ce programme-là qui a démarré sur 2 sites pilotes, on va le déployer tout au long de l'année, et donc ce sera, je dirais, notre 3e grand programme avec le travail sur l'épreuve, le travail de boucle courte, qui est vraiment des engagements de délai et de simplicité, et on va finir par ce travail sur le ressenti. Voilà les 3 gros chantiers qu'on voulait partager avec vous. Voilà.